Bonjour à toutes et à tous, donc une petite vidéo pour poursuivre un petit peu le cours en remplacement des heures où j'étais en formation jeudi. Donc je vais expliquer des choses, je fais défiler le diapo. N'hésitez pas à mettre pause à certains moments si vous avez besoin pour prendre des notes, donc vous prenez les notes dans votre cahier. Comme je l'ai précisé, vous amenez votre cahier pour l'évaluation de la semaine prochaine, que je puisse vérifier que ça, ainsi que le travail que je vous ai donné en plus, a été fait. Donc on était dans cette partie, troisième partie qui s'intéresse plus spécifiquement à la place de la France dans la guerre. Et on avait, vous vous souvenez, au début, rappelé que la conquête de la France par l'Allemagne se fait de manière très rapide et que ça occasionne, à cause de cette conquête très rapide, la fuite de à peu près 8 millions de personnes en France. C'est ce qu'on appelle l'exode, des personnes qui fuient vers le sud et vers l'ouest pour échapper à l'armée allemande. Ensuite, on avait comparé les discours du général de Gaulle et du maréchal Pétain. Alors, on n'avait pas complètement noté toutes les remarques possibles, mais je vais ici me concentrer sur vraiment la synthèse de ce qu'il faut retenir. Donc, vous avez deux discours qui sont très différents, l'un qui annonce la défaite et l'autre qui appelle à la résistance. Donc, dans ce que je veux que vous reteniez, il faut bien noter donc le 17 juin 1940 que le maréchal Pétain donc devient chef du gouvernement et reconnaît officiellement la défaite du pays. Ça, c'est le 17 juin. Le 18 juin, le lendemain, le général de Gaulle donc refuse cette défaite et se rend à Londres pour appeler les Français au combat. Donc c'est l'appel, ce qu'on appelle l'appel du 18 juin, même si comme je vous l'avais dit, en fait, ce qu'on a enregistré c'est celui du 22, mais il a dit globalement la même chose. Le général de Gaulle refuse la défaite, comme vous le voyez ici sur cet appel, en fait, il y a eu aussi des affiches hein, qui ont suivi l'appel, et donc c'est ce que j'ai encadré ici. La France a perdu une bataille, donc lui il considère que l'invasion allemande c'était juste une bataille, mais que la guerre n'est pas terminée, donc il s'oppose à la décision officielle du gouvernement. Néanmoins, lui, il n'est pas dans le gouvernement, il est à Londres, en Angleterre, et donc comme c'est le maréchal Pétain qui décide, ce qui se passe, c'est que le 22 juin 1940, donc quelques jours plus tard, la délégation française va signer l'armistice, reconnaître, donc ça c'est l'armistice, c'est le texte qui met officiellement fin à la guerre. Et cet armistice est signé, ce qui est assez ironique, dans le même wagon que celui où le texte avait été signé à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc c'est une sorte un peu de vengeance, un peu mesquine des Allemands qui disent: «Bon, bah, cette fois, c'est nous qui avons gagné, on va aller dans le même wagon» pour symboliser un peu le changement qu'il y a eu par rapport à la Première Guerre mondiale. Que contient ce texte de l'armistice? Donc là, vous pouvez faire éventuellement des tirets, c'est sur le contenu de l'armistice. Les conditions imposées par l'Allemagne sont très dures. Plusieurs choses qui se produisent. La principale, c'est ce que vous voyez ici sur la carte, c'est que la France est divisée. Déjà, il y a toute la zone, donc ici l'Alsace-Moselle qui était à la base des conflits précédents, qui est annexée. Donc ça, c'est la première chose. Des territoires qui sont annexés. La partie qui est ici en jaune, elle est occupée par les Allemands. Donc c'est la zone qu'on appelle la zone occupée, la France occupée. C'est à peu près les 3/5 du territoire. Donc vous voyez, c'est la partie nord ainsi que tout le mur, enfin tout l'Atlantique, parce que c'est une zone de défense importante pour les Allemands face notamment au Royaume-Uni. Et l'autre zone, c'est celle qui est au sud ici, c'est ce qu'on appelle la zone libre. C'est la zone non occupée qui est celle du régime de Vichy. C'est Vichy la capitale, c'est pour ça qu'on appelle ça la France de Vichy ou le régime de Vichy. Et donc le maréchal Pétain, il dirige essentiellement, enfin il dirige cette zone-là, au sud. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle la ligne de démarcation. Donc ça, c'est les aspects territoriaux, on va dire, de l'armistice, mais il y a également d'autres conditions, donc c'est surtout ça qu'il faut retenir, mais il y a d'autres choses qui s'ajoutent, c'est la France doit entretenir l'armée, donc toute la zone au nord là, qui est occupée doit être entretenue aux frais de la France, et dans la zone du régime de Vichy, l'armée française, elle est démantelée. Il y a, c'est limité à 100 000 hommes et les troupes sont globalement désarmées. Donc il y a un aspect territorial, un aspect économique et aussi un aspect militaire, l'armée française démantelée. Donc ça, c'est la situation, on est en juin 1940, avec, en Angleterre, le général de Gaulle qui commence à organiser la résistance. Ce qu'on va étudier donc d'abord, puis ensuite dans un deuxième temps, c'est d'abord la France de Vichy, et donc la collaboration, puis ensuite ce que fait le général de Gaulle avec la résistance. Concernant la France de Vichy, premier point, c'est ce que j'ai mis en dessous là, le petit as, c'est un régime qui est une dictature conservatrice. Vous avez ici le document du 11 juillet 1940 qui fixe un petit peu, c'est un acte constitutionnel, donc c'est un nouveau régime en fait. Si vous lisez ce texte,
vous vous rendez compte, je vais pas le faire là, ce serait trop long, mais vous vous rendez compte que dans les différents paragraphes, le chef du gouvernement, le maréchal Pétain, a en fait enfin le chef de l'État, a tous les pouvoirs, que ce soit exécutif, législatif ou judiciaire. Et donc, même si un acte constitutionnel, on est dans un système dictatorial où c'est le maréchal Pétain qui va pouvoir décider en fait de tout. Ce qui est important à comprendre, c'est que le maréchal Pétain instaure un nouveau régime. C'est ce que vous avez dans l'article 2. Sont abrogées toutes les dispositions des lois constitutionnelles de 75. On était dans la Troisième République. Avec cet acte constitutionnel, on met place à un nouveau régime. Donc on n'est plus dans la Troisième République, on est dans le régime de Vichy. Donc au niveau des dates, ce qu'il y a à retenir, c'est ces deux dates-là. Le 10 juillet, il reçoit déjà les pleins pouvoirs, et grâce à ces pleins pouvoirs, le 11 juillet, il promulgue donc cet acte constitutionnel. On n'est plus dans la Troisième République, on est dans l'État français, ce qu'il appelle l'État français. Et la capitale est donc à Vichy. L'idéologie de ce régime est appelée la Révolution nationale, et je vous ai mis une affiche qui est assez représentative de ce qui peut se faire en termes de propagande à l'époque. Donc si vous regardez un petit peu dans le détail, à gauche en fait, la maison qui brûle, qui est toute tordue, avec des symboles négatifs du coup, c'est la Troisième République, avec tout en dessous, là, sous la maison, toutes les pierres où il y a des trucs marqués qui montrent toutes les choses qui sont négatives. Donc vous verrez dedans démocratie, communisme par exemple, juiverie, donc on voit dans l'antisémitisme du régime ici, etc. Et à droite, la maison bien organisée, bien ordonnée, c'est la France de Vichy, avec la devise du régime qui forme le socle tout en bas, travail, famille, patrie, puis d'autres valeurs là qui sont au-dessus, qui forment les colonnes. Donc cette affiche est un exemple de l'idéologie globale du régime, qui est donc une dictature d'une part, et on peut dire que c'est une dictature conservatrice. C'est-à-dire, être conservateur, c'est avoir des valeurs traditionnelles. Donc c'est un exemple, il y en aurait d'autres. Et donc, dans ce qu'il faut noter pour retenir vraiment là-dessus, donc, ah oui, j'en ai mis une autre justement, affiche pour faire l'exemple. Dans les valeurs conservatrices, vous avez par exemple la place de la femme. Et donc, comme cette affiche vous le montre, maintenant un jeu plus tard, une mission avec une petite fille qui joue avec une poupée, on a vraiment cette idée que une femme, c'est fait pour faire des enfants, et puis les élever, s'occuper du foyer de manière générale. Donc on est dans des valeurs, ça c'est un exemple de valeur conservatrice. Et donc, comme je vous disais, si vous devez noter un peu ce qu'il faut vraiment retenir, la première chose, c'est que le régime de Vichy va mettre un petit peu tout sur le dos de la Troisième République. Lui-même donc le régime de Vichy va développer des valeurs réactionnaires, par exemple sur la place de la femme. La devise qui résume bien en fait ces valeurs réactionnaires, c'est travail, famille, patrie. Et toutes ces idées vont être transmises par une intense propagande. Donc je vous ai montré deux exemples, mais on en aurait plein durant ces différentes années du régime de Vichy. Voilà pour la partie que je voudrais que vous notiez dans votre cahier en remplacement du cours de jeudi. Si vous avez des questions, vous m'écrivez. Bon week-end à toutes et à tous.